Olivier Chamberloire, je suis ravie de t'accueillir. Bonjour. On est en pleine semaine de la médiation et bon, ça fait quelque temps qu'on se connaît, et j'avais envie de t'entendre sur ce sujet-là, la médiation, et puis surtout la médiation transformative dont on va parler ensemble pendant Mhm. la demi-heure que l'on va consacrer. Et avant toute chose, est-ce que tu peux te présenter, exposer ton parcours aux auditeurs qui ne te connaissent pas? Ok, très bien. Bah, écoute, donc moi c'est effectivement Olivier Chamberloire. J'ai un peu plus de 50 ans aujourd'hui. Mon parcours, j'ai commencé par faire une formation d'ingénieur généraliste. Et puis j'ai démarré ma carrière comme consultant en organisation management. Voilà, ce qui consiste à accompagner des organisations dans des projets de transformation essentiellement. Assez vite dans ce métier-là, je me suis trouvé à faire ce qu'on appelait de l'accompagnement du changement, donc en fait à soutenir, on va dire, et à accompagner les populations impactées par des transformations de leur organisation, en essayant de comprendre comment ce système humain fonctionnait et comment il était en mesure ou pas de s'adapter, d'évoluer en fonction des modifications d'organisation qu'on lui proposait. Voilà, j'ai fait ça pendant quelques années et puis dans un grand cabinet français qui s'appelait Bossard, qui a été ensuite absorbé, on va dire, par le groupe Capgemini. Et au début des années 2000, j'ai quitté cette entreprise. J'ai continué à faire ce métier-là comme artisan, en fait, hein, comme freelance. Et donc en faisant à peu près les mêmes choses, mais dans une relation un peu plus étroite avec mes donneurs d'ordre, avec les directions qui m'employaient, les directeurs de projet, les directeurs opérationnels qui conduisaient des modifications d'organisation chez eux. Et ça m'amenait en fait d'une part à être peut-être au plus près de leurs équipes pour les aider à dialoguer sur la façon dont ils envisageaient les choses, pour les aider à prendre des décisions, et puis d'autre part à être aussi plus près de la personne qui pilotait ou qui conduisait ces projets, et on va dire en marge du dossier qui nous occupait, de les écouter et de leur servir d'interlocuteur dans leur questionnement sur la façon dont ils fonctionnaient eux-mêmes, dont ils interagissaient avec leurs équipes, etc. Je dis ça parce que ça a été important dans l'évolution qui a suivi, parce qu'après j'ai glissé assez vite vers ce qu'on pourrait appeler de manière générique le coaching, alors qui est un terme un peu fourre-tout comme la médiation du reste, et donc à assumer le fait d'accompagner des individus et des équipes dans des démarches réflexives, donc dans des réflexions sur la façon dont ils fonctionnent individuellement ou collectivement, et la façon dont ils pourraient fonctionner différemment quand ils en ont envie, quand ils en ressentent le besoin. Euh, voilà, ça c'est la première évolution. Et puis la deuxième évolution assez naturelle, ça a été d'assumer le fait que je faisais alors ce qu'on va appeler ça de la médiation, ce que j'appellerais plus généralement de l'assistance au dialogue, et donc d'être dans un positionnement d'accompagnement de personnes, deux ou plusieurs, dans leurs efforts pour dialoguer, c'est-à-dire pour exprimer chacune leur point de vue, leur ressenti, les confronter et puis éventuellement se mettre d'accord sur des choses, prendre des décisions, trouver des solutions à des problèmes concrets, etc. Ce que j'oubliais de dire, c'est que quand on commence sa carrière à 25 ans comme consultant, et qu'on est dans cette posture d'accompagnement avec auprès de dirigeants, par exemple, on vous apprend assez vite à être dans une posture assez haute, c'est-à-dire d'avoir un avis sur les choses, de proposer des solutions, d'être jamais pris au dépourvu, d'anticiper, et on va dire, de conduire les personnes qu'on accompagne vers
vers des solutions concrètes en fait, hein, et d'avancer en fait. Hein. Donc, et ça a été assez structurant parce que enfin, ce qui a été structurant, c'est de se libérer de ça par la suite. Mais je pense qu'on en reparlera parce que c'est pas du tout étranger au fait que j'ai choisi l'approche transformative en médiation. Voilà, Mhm. aujourd'hui, pour essayer de faire plus court, aujourd'hui, j'ai une petite boîte avec 3 associés qui s'occupent d'accompagner des personnes dans les organisations sur des dispositifs de développement des compétences émotionnelles et relationnelles essentiellement, donc qui les aident à travailler sur leur fonctionnement, sur leur comportement. Une petite boîte qui s'appelle Sensei et on va dire que ça occupe la moitié de mon temps. Et l'autre moitié de mon temps, elle est dédiée à la médiation, on va dire au sens large, et à la formation à la médiation. Je pense qu'on Et rentre dans le ah oui, détail on va rentrer pendant. dans le détail. J'aimerais déjà rebondir sur deux choses que tu as abordées et l'assistance au dialogue. Ça Ouais. me plaît comme manière de présenter les choses qui serait différente de la médiation. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi tu parles d'assistance au dialogue plutôt que de Oui, médiation? oui, oui, tout à fait. Ouais, c'est une expression que j'emploie pour plusieurs raisons en fait. La première, c'est pour dédramatiser la notion de médiation que les gens associent au conflit, sachant qu'en général, au mot conflit, les gens associent le fait qu'ils sont arrivés à un degré d'hostilité les uns envers les autres qui est important et qui requiert l'intervention d'un tiers qui va les sortir de ce marasme et leur Mm. trouver des solutions. Oui, donc une connotation très conflictuelle et avec la nécessité d'avoir un tiers parce qu'il y aurait une situation de blocage. Alors, c'est l'imaginaire qui est posé autour de la médiation, mais C'est on a ça. la, on Et a ouais, vas-y, excuse-moi, ouais. non, ce que je voulais dire, c'est que je voulais rebondir sur une des définitions de la médiation qu'on peut trouver ou une façon, un process. C'est déjà médier, c'est déjà un dialogue, c'est être en capacité tiers, ce tiers-là, être en capacité de restaurer une communication. Et donc, doit être outillé avec plein de, de savoir-faire, savoir-être autour de la communication, de la relation. Et moi, j'appelle ça le premier niveau de la médiation. Ouais. Et toi, tu l'appelles l'assistance au dialogue. C'est chouette. C'est ça, et si tu veux, ça comporte une dimension, c'est là que je voulais en venir, également préventive, entre guillemets, plutôt que Mm. curative. Et Et curative. ça généralise l'utilisation, en fait, enfin, en tout cas, l'opportunité d'avoir recours à un tiers ponctuellement pour, on va dire, être assisté dans des conversations difficiles ou pour Mm. effectivement se remettre à se parler quand on est plutôt dans l'évitement, en fait. Mm. Et donc ça amène finalement à considérer des contextes d'intervention qui sont pas uniquement, on va dire, une intervention commando ou pompier sur une situation qui est, comment dire, Orchestré. qui est extrêmement effectivement conflictuelle, qui est assortie d'un certain nombre d'éclats où les gens sont dans la plainte, dans une colère affichée, etc. Et ça élargit en fait le champ à des situations où tout simplement il y a de l'incommunicabilité, où les personnes ont du mal à aborder un sujet difficile, ou bien où les personnes sont repliées sur elles-mêmes et se parlent de moins en moins, si ce n'est plus du tout, quoi. Mm. Voilà, et donc ça permet de dire ça peut être utile, encore une fois ponctuellement, hein, parce que les personnes la plupart du temps sont capables de faire ça sans l'assistance d'un tiers. Ça peut être utile d'avoir recours à un tiers pour Mm. favoriser, on va dire, le développement d'un dialogue constructif sur des sujets qui sont difficiles ou quand on a un passif qui nous bloque un peu pour se parler, quoi. Mm. Ouais. Comme si tu veux, il y avait, en t'entendant parler, en fait, je me dis, c'est comme s'il y avait plusieurs niveaux. Tu parlais de préventif et curatif.
c'est vrai que pour faire un rapprochement de ce qu'on appelle les modes amiables et de tout ce qui existe comme processus ou procédure alternative à la saisine du juge, c'est j'ai- je- chaque chaque procédure alternative est en adéquation avec une situation et un contexte du plus simple, voire du préventif, au plus compliqué, voire très conflictuel. Et Mhm. j'observe que le dosage est différent, les outils utilisés sont différents en fonction de la situation et du contexte. Et là, du coup, dans le mot médiation, on pourrait y voir différentes façons de médier et différentes façons d'être outillé du plus simple au plus complexe, c'est-à-dire dans des situations les plus simples et les plus complexes. Et en fait, on pourrait parler de l'assistance au dialogue quand on est en préventif. Certains parlent de médiation. Et puis quand on est peut-être dans une situation très, 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 très conflictuelle et très enquistée, on parlerait peut-être de médiation agile, voire très qui se rapproche du coaching, où on mêle du coaching. Enfin, je sais pas, c'est une réflexion là en t'entendant par rapport à Ouais, tous ces mots valises. Enfin, ce ouais. mot valise, la médiation est devenu un mot valise en fait. Et je trouve qu'on y perd son sens. Et en t'entendant, je me dis, bah, en fait, peut-être qu'il y a différents niveaux. Et du coup, la posture du médiateur et les outils qu'il utilise vont du plus simple au plus compliqué, en fait. Écoute, oui, peut-être. Alors, ce qu'il y a, c'est que, bah, on y reviendra certainement, mais moi, quel que soit le contexte, en médiation transformative, euh, que ce soit simple ou compliqué, comme tu dis, de toute façon, on n'utilise pas vraiment d'outils. Enfin, Mm. on y reviendra, mais et donc la logique de d'assister, on va dire humblement et temporairement les personnes dans leurs efforts pour dialoguer et les aider, enfin les soutenir, on va dire, dans la une reprise progressive du contrôle sur eux-mêmes et de leur propre capacité à dialoguer. Ben ça marche aussi bien dans les contextes, comme tu dis, préventifs ou curatifs. Et moi, je parle d'assistance au dialogue dans les deux cas. Alors, maintenant, j'ai pas de souci à utiliser le mot médiation quand le conflit est entre guillemets avéré et que les personnes ont le sentiment elles-mêmes d'être en conflit, parce que bah, elles l'assument et ça leur fait pas peur. En revanche, il y a des tonnes de contextes d'intervention, notamment dans des organisations, mais aussi dans des familles, où les personnes n'ont pas le sentiment d'être en conflit parce que, si je peux me permettre, elles s'engueulent pas. Il n'y a pas eu d'éclat, etc. En revanche, elles sont dans l'évitement, dans l'incapacité à aborder certains sujets, etc. Et là, si on leur parle de médiation, elles disent, mais non, mais on n'est pas en conflit, quoi. On n'a pas besoin de médiation. Mm. En revanche, assistance au dialogue, ça leur convient davantage. Ouais, c'est très juste ça. Et du coup, la deuxième chose sur laquelle je voudrais rebondir, et je pense que ça va faire une transition avec la médiation transformative dont on va parler, c'est la posture. Alors, c'est moi qui mets posture haute, Ouais. mais tu disais que quand tu as 25 ans et que tu es consultant, ben, on apprend comme ça à être en hauteur, en fait, prendre de Ouais. la hauteur. Et du coup, tu parles de posture haute, c'est-à-dire être en métavision, à être dans l'observation de ce qui se passe pour interagir dans ce système-là, ou tu parles Oh, complètement d'autre oh, chose qui est en ouais. lien avec la voie que tu as pris sur la médiation transformative? Et en fait, quand je parle de posture haute, je fais plutôt référence à une forme de directivité que justement on essaye d'éviter au maximum en médiation transformative. Et c'est pour ça que j'ai cherché la médiation transformative, on va dire. C'est pour me libérer de cette habitude de conduire les gens, en fait, de les emmener là où j'ai anticipé que j'allais les emmener en orientant la conversation, en donnant un avis, en proposant des solutions, voilà, en faisant tout un tas de choses que je considère aujourd'hui qu'il faut m'interdire de les faire à leur place, en fait.
Et donc par opposition, je vais parler de posture basse, qui correspond finalement à une non-directivité. Et là, si tu veux, on peut aller effectivement sur, on va dire, la caractéristique principale de la pratique en médiation transformative, c'est on se veut absolument non directif, au sens où, classiquement en médiation, on laisse la main aux participants. Alors, on dit parfois les médiés, les médians. Nous, on parle plutôt de participants ou de protagonistes. Classiquement, il est de coutume en médiation de dire on laisse la main aux participants sur le contenu, hein, sur le fond, et en revanche, on est directif sur le process, sur la forme, c'est-à-dire qu'on les dirige dans leur conversation, en fait, on les oriente. Par exemple, on distribue la parole. Par exemple, on propose les sujets dont on va parler. Par exemple, on pose des questions exploratoires qui, qui leur forcent un petit peu la main pour exprimer certaines choses relatives à leurs différends ou bien relatives à leurs ressentis ou leurs besoins, etc. Et pourquoi ça a été, c'est philosophique ou c'est personnel? Pourquoi passer de l'un à l'autre? Pourquoi ça s'est semblé être une nécessité pour toi? Écoute, moi, c'était vraiment de l'ordre du ressenti, hein, c'est-à-dire que je me rendais compte que quand on fait comme ça, c'est-à-dire qu'on est en posture haute et qu'on a un projet pour les gens, en fait, et que on s'appuie sur sa propre, on va dire, enfin sur le fait justement qu'on est extérieur au problème et qu'on a toutes ces capacités pour voir, on va dire, la lumière et être Mmh. sûr de proposer des solutions là où il ne les voit pas. Finalement, je me rendais compte que on était amené à emmener les participants vers des solutions, ce que certes ils validaient, sur lesquelles ils étaient prêts à signer, mais qui bien souvent ne résolvaient pas ce qui est plus profond et plus durable, qui était leur problème relationnel. Autrement dit, on pouvait arracher une décision, un scénario, une solution à un problème concret, mais sans avoir aidé les personnes à régler des difficultés quant à leurs interactions, qui étaient susceptibles de mettre en péril les solutions trouvées et d'une manière plus générale de ressurgir comme des difficultés d'interaction et donc comme des conflits nouveaux dans les jours, les semaines, les mois suivants en fait. Mmh. Donc je ressentais ce besoin, si tu veux, de juste laisser les personnes petit à petit recouvrer leur capacité à trouver des solutions qu'ils choisissent eux-mêmes. Et tu sais, cette séparation entre le fond et la forme, enfin entre la forme et le Mmh. process, pour moi m'apparaissait un petit peu artificielle dans le sens où quand tu choisis le processus, en fait, tu influences énormément le résultat. Et donc, je ressentais le besoin de m'empêcher de plus en plus de prendre des décisions à la place des personnes que j'accompagnais. OK. Partant du principe que par la suite, encore une fois, mon intervention, elle est très temporaire. Partant du principe que par la suite, ce qui était essentiel, c'est qu'ils retrouvent leur capacité à trouver des solutions et à prendre des décisions par eux-mêmes, sans l'intervention du tiers que j'étais. Et ce, de manière pérenne. Et du coup, comment t'as trouvé parce que la médiation transformative, on n'en entend pas. Enfin, moi, avant de te rencontrer, j'en avais jamais entendu parler. Et, euh, Mais ça a été le et résultat d'une longue quête, hein. Excuse-moi, je t'interromps, mais je euh, me doute. comment j'ai trouvé? C'est parce que j'ai cherché, en fait, vraiment. C'est-à-dire que quand je me suis dit que c'est toujours le même sujet, hein, il y a un moment où on se dit, tiens, est-ce que je fais de la médiation, est-ce que j'en fais pas? On prend des points de repère autour de soi, on essaye de voir qui sont les personnes qui se prétendent médiateurs, comment ils procèdent, etc. Et donc j'ai regardé un peu ce qui se faisait, les formations qu'il pouvait y avoir, etc. Et donc j'ai trouvé plein de choses intéressantes, hein. J'en ai même suivi certaines, des petites formations qui étaient données, mais
en fait, j'ai retrouvé beaucoup de choses qui étaient de l'ordre de la facilitation. Euh, Tu vois, avec des outils de résolution de problèmes, de négociation Mm. raisonnée, de créativité aussi pour les phases où les personnes sont prêtes à faire de la créativité pour trouver des solutions. Également tout un tas de points de repère plus ou moins psychologisants sur le positionnement des acteurs, des choses aussi autour de la communication, des théories de la communication, etc. Donc tout un tas de choses que j'avais déjà apprises quand j'étais consultant en fait, et mais dans lequel il y avait toujours ce fil rouge de je prends en main le processus, je prends mes participants par la main et comme ils sont entre guillemets, je caricature un peu, mais dans l'instant présent, incapables de trouver eux-mêmes une porte de sortie, je les y emmène gentiment là où je pense qu'il faut que je les emmène en fait. Et ça me Mm. convenait pas, ça ressemblait trop à mon métier d'avant en fait. Oui. Et du coup, j'ai googlisé à mort en fait. Hein, j'ai lu des trucs sur Internet, j'ai vu des tas de vidéos et j'ai fini par tomber sur sur un Italien, j'ai oublié son nom de famille, il s'appelait Giuseppe, qui organisait des jeux de rôle en fait, hein, des mises en situation de médiation. Euh, et j'ai constaté que ça se passait complètement différemment. Justement, le médiateur était dans une posture plus basse, il se permettait beaucoup moins de choses en termes de direction des conversations entre les participants. Et en creusant, j'ai vu que en fait le modèle qui était derrière l'approche, c'était la médiation transformative. Et j'ai trouvé un Québécois en fait qui était en lien avec l'Institut américain qui promouvait et qui développait cette approche, John Peter Weldon. Je me suis rapproché de lui et j'ai été me former chez lui et ce que j'y ai découvert en fait me convenait parfaitement et donc du coup depuis je me suis pleinement engagé en fait dans cette approche-là en fait avec laquelle je suis à l'aise, je suis confortable, ça correspond plus à mon tempérament en fait. Mm. Alors du coup, qu'est-ce que c'est que la médiation transformative? Comment tu pourrais la définir? Bah, écoute, on l'a un peu fait déjà sans le dire, c'est-à-dire que Oui. c'est une approche non directive de l'assistance au dialogue, en fait. Euh, Peut-être dire que c'est une approche dont la valeur cardinale est le respect de l'autodétermination des participants, c'est-à-dire on, on considère que les personnes en temps normal sont capables de prendre leurs propres décisions, sont, ça c'est classique, hein, les meilleures expertes de leurs problèmes. Mais on considère surtout que c'est pas en prenant les décisions à leur place qu'on les aide à retrouver leur capacité à le faire par elles-mêmes quand elles l'ont temporairement perdu du fait de leur immersion dans une interaction conflictuelle. Donc, on va dire que la caractéristique principale, c'est ça, c'est le respect absolu de l'autodétermination des participants, y compris dans le choix des sujets qu'ils veulent aborder, y compris dans la façon dont ils veulent se parler. Par exemple, hein, parce que je me rends compte que je suis trop général, des choses très concrètes, en médiation transformative, on ne distribue pas la parole, on ne fixe pas de règles de communication, c'est-à-dire qu'on n'impose pas aux gens le fait de s'écouter jusqu'au bout ou de ne pas s'insulter ou que sais-je. En revanche, on va leur proposer et leur demander s'ils éprouvent le besoin de se fixer leurs propres règles pour leur conversation. Donc, on essaye d'éviter en toutes circonstances de se poser justement en posture haute, en censeur ou en donneur de leçons ou voilà, on leur laisse la main en toutes circonstances. Et pourquoi on fait ça? Parce que on l'a un peu dit, mais ce qui est central pour nous en médiation transformative, c'est le fait que les personnes retrouvent le chemin d'un dialogue constructif. Autrement dit, ce qui nous intéresse, c'est de travailler ou de les aider à travailler sur la qualité de leur interaction, sans se laisser emporter ou aveugler par
on va dire, la nécessité de trouver une solution concrète à leurs problèmes concrets. C'est-à-dire que le fait d'obtenir un accord, de régler le différend, etc., on considère que c'est, on va dire, un bénéfice collatéral d'une capacité retrouvée à dialoguer. C'est-à-dire qu'une fois que les personnes ont retrouvé une forme d'équilibre individuel et d'ouverture à l'autre, qui leur permet de se dire les choses, de s'écouter, de prendre en compte la vie de l'autre et petit à petit de cheminer vers des solutions ensemble, eh bien le fait d'obtenir un accord, de prendre une décision commune, voilà, de formuler des engagements mutuels, que sais-je encore, arrive naturellement, comme ça peut arriver quand les personnes ne sont pas assistées dans un tiers par un tiers et qu'elles sont dans un processus de réconciliation ou de restauration du dialogue. Euh, voilà. Et pourquoi on fait ça? Après, je te laisserai m'interrompre si tu veux, mais parce qu'en fait, on aborde le conflit en fait essentiellement comme une crise interactionnelle qui a, on va dire, deux types d'impacts sur les individus, des impacts qui sont d'ailleurs, on va dire, interdépendants, imbriqués l'un dans l'autre. Le premier, c'est une forme de déstabilisation, de perte d'équilibre, c'est-à-dire que quand tu es en conflit, euh, tu perds une partie de tes moyens, tu deviens confuse, ça devient difficile pour toi de prendre des décisions, tu perds un peu ton sens des priorités. Tu es en fait déstabilisé, submergé par des émotions généralement désagréables, qui finalement ont un impact sur un certain nombre de tes capacités cognitives et rendent difficile pour toi le fait de voir les choses clairement, de les exprimer clairement, et du coup de te faire comprendre. Et le deuxième impact, c'est qui est subséquent, hein, si je peux me permettre le mot, c'est la fermeture, c'est-à-dire la perte de sa capacité à accepter l'autre dans sa différence, à écouter sa perspective, son point de vue ou son ressenti qui peut être différent du tien, etc. Euh, et donc qui se manifeste par diverses choses, notamment une forme de repli sur soi potentiellement, de l'évitement par rapport à l'autre ou bien de l'hostilité. Donc tu te fermes à l'autre au sens où soit tu lui parles plus, soit tu l'agresses, soit tu le dénigres, tu le diabolises, etc. Enfin, c'est des choses qu'on connaît tous comme en tant que médiateur. Et donc notre objectif en tant que médiateur transformatif, ça va pas être en premier lieu d'aider ces gens à trouver une solution qu'on va plus ou moins leur souffler à l'oreille pour se rabibocher, mais ça va être de les aider à retrouver petit à petit du contrôle sur eux-mêmes et par suite leur capacité naturelle à accepter l'autre dans ses différences et à écouter son propre point de vue et son propre ressenti. Enfin, je me rends compte que je suis parti dans un long tunnel, je ne sais pas si je suis clair. Ouais, Si, t'es clair. Donc, euh, une intervention avec une posture basse pour permettre le mot qui est utilisé, c'est empowerment, c'est-à-dire ouais, c'est prendre conscience de soi-même. Mais le chemin est, en t'écoutant, je me dis que le chemin semble être différent, mais comment dire, l'impact me semble être quand même le même entre la médiation qui utilise la route FUTAC, par exemple, ouais, et la médiation transformative. Quand tu utilises la route FUTAC, hein, je te pousse un peu, je te provoque un peu, mais on a par le biais de cet outil-là, ou l'écoute et la reformulation, ben, on a cette capacité avec ces outils-là à redonner ouais, redonner de la consistance au dialogue, non submergé par des émotions trop qui te font perdre tes moyens, quels qu'ils ouais, soient ouais. d'ailleurs, un moment ou autre. Et puis, autre chose, comment tu fais pour réguler s'il n'y a pas de rythme, en fait? Euh, quand je dis ça, je me dis que tu as évoqué
pas de règles où chacun fixe ses règles. C'est pas qu'il n'y a pas de règles en fait, c'est que Tout chacun à fait. fixe ses règles. Ouais. C'est pas le médiateur qui dit comment on doit être. C'est ça, d'autant plus C'est- que ces personnes-là, si tu veux, nous, on fait une brève incursion dans leur relation et qu'est-ce qu'elles considèrent comme admissible dans la façon de se parler, qu'est-ce qui est respectueux ou qu'est-ce qui l'est pas. C'est pas avec mon propre filtre que je peux le savoir, donc c'est à elles de savoir comment elles sont à l'aise ou pas avec la façon de se parler l'une à l'autre, tu vois. Mm, Mais effectivement, il y a des règles, mais c'est celles qu'elles se donnent, c'est pas celles mm, qu'on leur impose. Et je reviens donc sur la route Futak, tu fais bien d'en parler parce que moi j'aime bien la route Futak et je trouve ça tout à fait, on va dire compatible hein, avec l'approche mm, transformative. Dès lors que on commet pas une erreur qui est assez classique, hein, en particulier chez les médiateurs débutants qui peuvent avoir tendance à se raccrocher à cette roue et à vouloir l'appliquer de manière un peu systématique, c'est-à-dire à piloter, à conduire les gens euh, à travers, on va dire, ce cheminement. Et ce qui est un peu piégeux parce que c'est toi qui parles de la route Futak, donc tu vois bien de quoi il s'agit. oui, Dès lors que ils ont laissé plus ou moins se déverser, on va dire, les procès d'intention, les émotions désagréables par lesquelles les gens sont submergés, etc. Et qu'ils ont le sentiment que les personnes sont arrivées à un point dit de catharsis qui va permettre ensuite de cheminer vers quelque chose de plus constructif et créatif, hein, qui est la partie droite de la roue. Euh, D'abord, ils sont impatients d'arriver dans la partie droite de la roue, et dès que les premiers signes semblent apparaître du fait qu'on y est, qu'il y a un semblant de catharsis, euh, ils peuvent être très déstabilisés par le fait qu'il y a un retour en arrière. Or, c'est ce qui se passe en fait systématiquement, c'est-à-dire que les personnes parlent d'un sujet, elles s'embrouillent, elles vident des abcès, etc., elles pleurent, que sais-je encore, après avoir crié par exemple. Et à un moment donné, ça s'apaise, elles commencent à montrer des signes d'ouverture l'une à l'autre, éventuellement à se proposer des choses, à commencer à envisager des solutions. Et donc là, le médiateur il est content, entre guillemets, il se dit, ah, c'est bien, on avance. Et puis tout d'un coup, badaboum, il y a un autre sujet parmi les 10, 15, 20 ou 50 qui pose problème dans la relation entre ces deux personnes, qui, euh, qui pointent le bout de son nez. Et badaboum, on repart complètement dans la partie gauche de la roue, quoi. D'ailleurs, c'est pour ça que Futak l'a représenté sous forme d'une roue, parce que c'est oui, cyclique. exactement. Et d'ailleurs, il le dit dans son bouquin. Il le dit, attention à pas croire que quand on chemine vers le positif, c'est une bonne fois pour toutes. Et ça, c'est très cohérent avec l'approche transformative, dans le sens où nous, on dit euh, l'interaction se répare ou elle se restaure petit à petit par accumulation de mouvements, même on dit parfois de micro-mouvements d'empowerment, c'est-à-dire des mouvements où la personne reprend du pouvoir sur elle-même, elle devient plus claire, plus calme, plus affirmée, etc., plus mesurée, plus sereine, et par accumulation du coup de micro-mouvements d'ouverture, c'est-à-dire petit à petit, elle écoute un peu mieux l'autre, elle a l'air de prendre conscience de ce par quoi l'autre est traversé, etc. Et on dit en fait, le processus procède enfin, l'amélioration de la relation procède par accumulation de ces micro-mouvements. Et il faut assumer qu'on est deux pas en avant, un pas en arrière, de nouveau deux pas en avant, un pas en arrière. Et tout micro-mouvement d'empowerment et de reconnaissance est bon à prendre, mais il faut jamais les prendre comme étant des avancées définitives en fait. Définitive. Voilà. Mm. Mm. Donc ça c'était pour la route Futak. Je sais plus quelle était la deuxième partie de ta question, mais Non, j'avais pas, je crois pas avoir de deuxième partie, mais vraiment c'était par rapport à mais tu avais répondu au ah, début, c'était par si, rapport si, à l'écoute, les règles ouais. relationnelles. Mais si, je me souviens quand même. Tu disais, mais du coup, comment tu fais pour réguler, Exact. et- alors, ça permet de dire que c'est pas parce qu'on se veut non directif qu'on n'intervient pas, hein. Une des images d'Épinal Mm. qu'il peut y avoir sur la transformative,
c'est que le médiateur glandouille un peu, entre guillemets. En Mais fait, tu sais, parfois dans le silence, on intervient. Mais exactement, mais c'est là que j'allais c'est en pas venir. parfois suffisant. D'abord, on a une conviction forte qui est que euh, le simple fait d'être là et de montrer à voir, de C'est donner à vrai. voir, pardon, son propre calme en fait, sa propre sérénité et sa propre ouverture, c'est-à-dire sa capacité d'écoute, une égale empathie pour les participants, etc. euh, participe à une forme de régulation, c'est-à-dire qu'il y a une forme de contagion, c'est-à-dire que euh, d'abord on est là et on leur donne à chacun une écoute euh, qu'ils n'ont pas pour l'instant de la part de l'autre, et ça leur fait du bien. Mm. Et par ailleurs, parce que on est là et parce que quelquefois on intervient, tu parlais de rythme tout à l'heure, Oui. on a une influence sur le rythme de la conversation. C'est-à-dire que, Mm. ok, parfois elle s'emballe, mais si je me glisse dedans à un moment donné pour refléter, on appelle ça refléter, c'est-à-dire faire une forme de reformulation très fidèle, très à l'identique de ce que l'une des deux personnes vient d'exprimer, pour lui donner à voir ce qu'elle a, enfin plutôt lui donner à entendre ce qu'elle vient de dire et juger si oui ou non, décider si oui ou non c'était bien ça qu'elle voulait dire, et donc s'autoriser derrière à soit le nuancer, soit le compléter, voilà, le développer. Euh, et puis aussi en faisant ce reflet, pour donner l'occasion à la personne qui écoute d'entendre une seconde fois ce qui a été dit, et du coup d'éventuellement temporiser et infléchir sa façon de réagir. C'est une forme de régulation aussi qui est très forte. Et en particulier, souvent on pose la question, mais alors en médiation transformative, comment ça se passe quand le conflit s'exprime de manière intense, que les gens commencent à monter dans les tours, à crier, etc. Et ben on va intervenir quand même. On va les laisser éventuellement on va laisser se développer l'interaction conflictuelle, mais au moment où on intervient, comme on a la règle d'intervenir sur tout ce qui est le plus, on va dire signifiant, tout ce qui est le plus caractéristique de leur déstabilisation et de leur fermeture, en particulier quand les gens se crient dessus, s'insultent, s'envoient des procès d'intention, etc. On va glisser par exemple des reflets avec le même contenu et la même intensité. C'est-à-dire que si l'une des personnes commence à, entre guillemets, s'exciter, monter dans les tours, parler très fort et envoyer des noms d'oiseaux à l'autre, on va lui envoyer un reflet avec le même contenu et avec la même intensité. Donc, et ce faisant, ça va introduire cette régulation. La personne va s'entendre dans la force de ce qu'elle vient d'exprimer, euh, et peut-être se rendre compte que elle n'a pas mis le curseur là où il fallait. Euh, Tu vois, et souvent d'ailleurs, on observe chez les personnes quand on leur renvoie en reflet ce qu'elles viennent d'exprimer d'une façon aussi intense, parfois violente. On voit dans leur regard, dans leur expression non verbale, à quel point parfois elles sont choquées par leur propre expression qui leur est envoyée en miroir en fait, hein. Mm. Et là, ça occasionne souvent une forme de prise de conscience qui les amène à parfois précédée d'une forme de sidération, hein, mais qui les amène du coup à tout de suite se calmer, à éventuellement atténuer, on va dire ajuster le message qu'elles avaient fait passer, voire montrer des signes de reconnaissance ou de réouverture à l'autre en disant, par exemple, en reprenant un mot, en disant non, non, c'est trop fort, désolé, je me suis laissé emporter. Euh, voilà, on leur donne à voir ce qu'elles ont exprimé Mm. et De leur ne se sont miroir, pas en fait. rendues compte. Et ça a une forme, ça a un impact en termes de régulation qui est extrêmement fort, quoi. Tellement fort. Mm. Ok. L'autre chose qu'on fait pour réguler, entre guillemets, en tout cas pour soutenir les gens dans leur conversation, c'est de mettre en perspective les ressentis ou les points de vue différents qu'ils peuvent avoir sur un même sujet. Ça, on appelle ça un résumé. Mm. C'est-à-dire que on met en lumière
des points de divergence. Alors parfois les points de convergence aussi, hein, on s'en prive pas quand ils apparaissent, mais surtout les points de divergence entre les personnes, ce qui là encore leur permet de se rendre compte que elles ont exprimé l'une et l'autre un avis ou un ressenti qui est différent par rapport à un fait du passé, par rapport à un événement, par rapport à une hypothèse formulée pour l'avenir, etc. Et que leurs deux points de vue ont été également entendus par cette tierce personne et qu'elles sont également, entre guillemets, admissibles et respectables. En tout cas, que cette tierce personne a l'air de leur accorder la même valeur, entre guillemets, sans porter de jugement et sans pencher d'un côté ou de l'autre. Et ça permet comme ça de jalonner la conversation. Puisque tu parlais de rythme encore, ça donne un rythme à la conversation. Et ça leur permet aussi de choisir si, sur ces points de divergence, elles ont envie de continuer à explorer ou bien si elles, pour l'instant en tout cas, elles préfèrent juste acter cette divergence et passer à autre chose en fait. Mm. Du coup, ce que je comprends, Ouais. c'est que l'intervention ton intervention doit être moins présente, enfin présente, c'est peut-être pas le bon mot, mais j'ai l'impression que tu vois que le rythme, l'objectif c'est enfin l'objectif il n'y en a pas, mais il y a beaucoup de respect en fait. Respect du rythme, respect des personnes, et puis surtout de confiance dans le fait que ces personnes-là sont en capacité de trouver par elles-mêmes leur solution. Et du coup, peut-être que lorsque ces personnes sont en capacité, reviennent dans dans une posture où elles sont en capacité de construire ensemble, à cette phase-là de construction, tu dois être moins présent. Je ne sais pas si je m'exprime bien. Si, si, c'est très clair. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'effectivement, on est très présent dans le moment où l'interaction conflictuelle bat son plein, si j'ose dire, et que les personnes ne s'écoutent pas. Même si on ne les frustre pas dans le développement de cette interaction conflictuelle, parce que la matière première principale, hein, c'est quand même ces émotions qui les submergent et ces manifestations de la fermeture à l'autre, donc l'hostilité, le procès d'intention, etc., qui sont la matière première hein, pour retrouver le dialogue. C'est-à-dire on va leur donner à voir en particulier toutes ces choses-là qui s'expriment et qui doivent être entendues. Hein. Et donc on intervient, on est très attentif à ça et on intervient à point nommé quand ces choses-là s'expriment. Et donc effectivement, on est plus présent, je suis d'accord avec toi, quand on est effectivement au cœur de l'interaction conflictuelle. Ensuite, quand les personnes commencent, on dit voilà, qu'elles sont engagées dans une conversation et qu'elles, même si c'est pas très agréable, qu'elles se disent leur vérité, etc., qu'elles se parlent, qu'elles s'écoutent et qu'elles se regardent plutôt que de s'appuyer sur le médiateur comme sur une bouée de sauvetage pour essayer de se faire entendre. Effectivement, on va plus facilement se mettre en retrait, laisser la conversation se développer, tout en étant très très attentif au moment où va ressurgir, parce que ça viendra un moment ou un autre, une manifestation, un signe de déstabilisation ou de fermeture, euh, où là on va ressentir le besoin de se glisser à nouveau dans la conversation pour leur donner à voir ce qui est en train de se passer. Et pour aller plus loin dans ce que tu disais, ça veut dire aussi que, mais ça c'est moi dans ma pratique, moi je considère assez vite que je deviens inutile, c'est-à-dire que, et pour revenir à une question que tu abordais en tout début de notre échange, je considère que à un certain moment, une fois que les personnes ont, on va dire, vidé tout ce qu'elles avaient vidé de leur sac, qu'elles ont opéré les mouvements d'empowerment et de reconnaissance qui vont bien et qu'elles se sont visiblement comprises et qu'elles sont remises à parler de façon constructive, je considère qu'on n'est plus dans de la médiation.
tu vois. C'est-à-dire que mais c'est une question de sémantique, hein. Je, Ouais. je considère que l'assistance au dialogue peut continuer, mais dans un mode dans lequel, pourquoi pas, on pourrait s'autoriser à ne plus être transformatif et à être dans ce que j'appelais tout à l'heure de la facilitation. Mm. Tu vois, assister les personnes dans une phase de créativité avec des post-it ou que sais-je, ou prendre son paperboard, Mm. etc. Je dis pas que c'est inutile, attention, bien au contraire. Moi, c'est ce que j'ai fait pendant toute la première partie de ma carrière avec mes clients. Mais c'est pas la partie du processus qui m'intéresse dans la médiation. Moi, ce qui m'intéresse, c'est cette partie où les gens recherchent, plus ou moins dans la douleur, à retrouver leur capacité à dialoguer de manière constructive. Et une Mm. fois qu'elles l'ont retrouvé, bah, qu'elle délègue à un tiers l'utilisation d'une méthode, d'un process pour co-construire quelque chose. Ça me paraît légitime et ça me dérange pas, mais c'est pas vers ça que j'ai voulu m'orienter, tu vois, parce que Mm. ça correspond plutôt à mon ancien métier. Ouais. Voilà. Même si parfois je le fais, si tu veux. Mais à ce moment-là, du coup, tu peux presque oublier la transformative. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a plus besoin Mm. de refléter les S'il y procédures. avait, s'il y avait une métaphore à poser, c'est dans la médiation transformative, le médiateur est le miroir et Ouais, peut parfois être le stylo. Mais ça, ils savent le faire, tenir le stylo. Et s'ils ont exactement. besoin d'autre chose pour aider à construire les contours de l'accord, bah, ils n'ont pas besoin de médiation. Il y a plein de choses qui sont de l'ordre de la facilitation. Ouais, Et du coup, on rentre dans une autre phase, c'est ce que tu dis. Et exactement. c'est vrai que Ouais, c'est important de pouvoir le poser, ça, c'est que construire un accord passe forcément par rétablir la relation, la qualité de la relation, et il y a différentes façons de, de, de le faire, mais en tout cas, quand on est dans la construction de projet et dans la construction de l'accord, on n'est pas dans le process de médiation, on n'est pas dans la c'est- relation, on est pour moi, focus on est dans sur autre chose. Ouais. autre Ouais, chose. ouais. Ouais, ouais, on est complètement dans autre chose. Je suis complètement d'accord avec toi. Et en plus, bon, après, ça dépend des contextes d'intervention, mais dans bien des contextes, les personnes qui sont susceptibles d'accompagner au mieux les protagonistes dans la construction d'un accord, dans le fait d'élaborer une solution, sont pas forcément le médiateur qui les a accompagnés dans la phase précédente, dans le Et sens oui, où il peut y avoir besoin d'un notaire, d'un avocat une d'affaires, équipe, ça dépend du quoi. contexte, hein. Comment? Il faut une équipe parfois. Ben oui, oui, tout à fait. Et puis encore une fois, bon, peut-être dans certains contextes, le médiateur a en plus certaines compétences ou certaines expertises qui lui permettent d'accompagner les gens euh, vers, on va dire, une solution concrète, hein, co-construite. C'est le cas notamment des médiateurs familiaux, je pense, hein. C'est ce que j'allais dire, médiation familiale, tout à fait. Mais ce qui leur demande, du coup, d'étoffer leurs compétences de manière pluridisciplinaire. Et du coup, ça demande forcément pour le médiateur d'aller chercher des formations beaucoup plus poussées en psychologie, en systémie, en coaching coparental, par exemple, qui peuvent et d'être dans une autre posture pour l'accompagnement. Euh, et peut-être que aujourd'hui, on est sur la transformation médiation, en tout cas en France, je ne sais pas, on pourrait se poser cette question-là. On parlait de mots valises, mots fourre-tout. Aujourd'hui, on parle de médiation projet, médiation agile, dans le mot médiation résolution, médiation facilitateur, facilitatrice. Enfin, on peut tout y mettre en fait dans la médiation. Peut-être que c'est la médiation qui se transforme en tant que telle. Je sais pas. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, ce que je pense surtout, c'est qu'il y a un peu un phénomène de mode, c'est-à-dire on va chercher des mots nouveaux pour mettre un label sur des activités qui sont parfois pas nouvelles. C'est-à-dire que
Euh, Moi, il se trouve que j'ai observé un peu ce qui s'est passé aussi. Comme je viens du conseil et que j'ai observé le développement faramineux du coaching dans les organisations, j'ai pu observer que, il y avait beaucoup de choses qu'on appelait du conseil avant et qui s'appellent maintenant du coaching d'organisation, par exemple. Bon, Oui, c'est vrai. et il se passe un peu la même chose avec la médiation, c'est-à-dire que tu parlais de médiation de projet, par exemple. Bah, la médiation de projet, c'est un truc qui est très chouette, hein, et qui s'appuie, on va dire, sur certains fondamentaux de la médiation pour ce qui est de l'intérêt de mettre les gens face à face, de les accompagner, on va dire, dans leurs efforts pour s'écouter, s'ajuster, etc. Et c'est un process qui se poursuit sur l'élaboration d'un certain nombre de solutions, par exemple organisationnelles. Ça peut être médiation de projet par rapport à la façon de mettre en musique une nouvelle organisation, une nouvelle structure organisationnelle dans une entreprise ou une assoce ou une administration publique. Et en fait, dans l'ensemble du processus, il va y avoir des choses qui ressemblent beaucoup à de la médiation au sens où on vient d'en parler. Mais il y a aussi beaucoup de choses qui vont ressembler à du coaching d'équipe. Et il y a des choses qui vont ressembler à ce que des cabinets de conseil pourraient proposer comme étant des processus participatifs d'élaboration de nouveaux processus de fonctionnement, par exemple, hein. Mm. Et, euh, et comme on aime bien la nouveauté, je suis un peu taquin en disant ça, et ben, on peut trouver ça sympa de rassembler tout ça sous le vocable médiation, en fait. Mm. Moi, j'ai pas de souci avec ça. Médiation, c'est un mot qui est un peu valise, comme tu disais, qui est vieux comme le monde et qui est la propriété de personne. Je Mm. voyais des gens l'autre jour sur les réseaux sociaux s'émouvoir du fait que, des confrères, hein, s'émouvoir du fait que on appelait médiateur, c'était pendant le Covid, je me souviens, donc ça commence à dater, mais des personnes qui se baladaient dans la rue pour, je sais pas quoi, inciter les gens à faire des tests ou que sais-je. Bah, ok, médiateur Covid, je sais plus comment ils les appelaient. Donc il y en avait qui poussaient des hauts cris en disant attention, confiscation du mot. Mais ce mot est la propriété de personne. Enfin, je veux dire, il existait bien avant que qu'il soit utilisé pour décrire l'activité qui est la mienne aujourd'hui, en fait, hein. Mm. Et puis, t'as le médiateur de la République, tu as des médiateurs dans les organisations, dans les entreprises, entre l'institution et puis les usagers ou les clients. Médiateur de la consommation. Voilà, tous ces trucs-là sont des choses qui sont quand même très, très diverses, pour lesquelles on utilise le même mot. Donc, bah, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est aussi pour ça que moi j'aime bien parler d'assistance au dialogue, parce que en parlant de ce que je propose moi à mes clients, parce que c'est plus précis finalement Mm. que le mot médiation, quoi. Ouais. Je renie pas ce mot-là, hein, qui est un joli mot, Mais mais qui finit effectivement, par derrière, faire on peut mettre plein de sens. choses différentes. Ouais, Ouais. ouais. Je veux dire, parce que aujourd'hui, on a un développement accru avec de l'amiable, avec une politique de l'amiable surtout centrée sur la médiation. C'est vraiment le cheval de bataille du ministre de la Justice aujourd'hui. Mhm, Euh, je trouve que on perd le sens du mot médiation, en fait. Mais on pourrait terminer par là, c'est-à-dire que là, comme tu l'as très, très bien exprimé, c'est vieux comme le monde, ça n'appartient à personne. Euh, Chaque médiateur, du coup, est différent dans sa proposition qu'il pourrait faire. Attention à sa posture. Ça, je pense que c'est savoir ce que l'on fait, pourquoi on le fait et dans quel objectif, au service de quoi. Je pense que c'est les premières questions qu'il est important de se poser quand on accompagne les personnes, surtout dans la résolution de conflits. Euh, mais, euh, mais en fait, en gros, la médiation, c'est... pardon, j'ai ma voix qui déraille. La médiation, c'est porter attention à la relation. C'est faire un focus sur la relation et porter son attention sur la relation. Et dans la médiation transformative,
L'idée, c'est d'aider les personnes à retrouver par elles-mêmes leur capacité à s'autoréguler et autoréguler leur interaction, et Exactement. ce, de manière définitive. Ouais, 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 tout à fait. Et effectivement, ça reboucle sur une chose que tu disais tout à l'heure, ça requiert une confiance absolue, ou on va dire une conviction, dans le fait que ils sont les seuls à pouvoir le faire, et surtout que ils ont, on va dire intrinsèquement, hein, dans leur humanité, la capacité et le besoin de le faire. C'est-à-dire de Mm. retrouver, d'une part, cet équilibre individuel, hein, qui est de l'ordre un peu, va dans le registre un peu de l'individuation, l'affirmation de sa singularité, et d'autre part, sa capacité naturelle à se connecter à l'autre, quand bien même il est différent. Et parce que même si c'est difficile, c'est, on va dire, la deuxième patte, hein, du truc, c'est-à-dire que je développe ma singularité et je poursuis mon processus d'individuation que en interconnexion et en intercomparaison avec les autres êtres humains avec lesquels j'interagis. Et c'est pour ça qu'on s'interdit absolument de précéder les gens et de les emmener quelque part. On dit en médiation transformative, on essaye de rester toujours dans leur sillage immédiat, parce qu'en fait, effectivement, ce qui nous préoccupe, ce qui nous intéresse, c'est qu'ils retrouvent par eux-mêmes cette capacité temporairement perdue, d'une part à être chacun eux-mêmes dans leur individualité, et d'autre part en capacité de rester connecté de façon constructive avec l'autre, quelle que soit sa différence en fait. Mm. C'est un très beau, ce sont des très beaux principes. Et en tout cas, j'espère que la médiation transformative va vraiment trouver sa place en France, parce qu'aujourd'hui, on est plutôt à un stade de balbutiement, on peut l'exposer ainsi quand même. Peut-être c'est intéressant de rebondir là-dessus, parce que ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même pas mal de médiateurs qui ont été formés, hein, plusieurs, Ouais. j'allais dire plusieurs milliers, en tout cas des centaines au-dessus du millier. Il y a un bouquin que j'ai eu l'honneur de traduire, qui a été vendu à, je sais pas, 1500 exemplaires aujourd'hui. Euh, et donc ça, Donner le titre du bouquin pour nos auditeurs. écoute, ça s'appelle La médiation transformative, une approche non directive du conflit. Voilà, c'est un petit bouquin, c'est vite lu, et il y a effectivement les principes fondamentaux dedans. Et tout ça pour dire que, voilà, par ailleurs, on est plusieurs à intervenir. Moi, j'interviens dans plusieurs formations, on va dire généralistes de médiateurs. Où d'ailleurs, je me suis rendu compte que cette approche était tout à fait compatible, hein, et complémentaire avec ce qui était enseigné par ailleurs. Et Mm. donc, il commence à y avoir beaucoup de monde qui connaît. En revanche, là où je te suis sur le plan du balbutiement, c'est que on se rend compte, et je viens d'ailleurs de faire un petit sondage auprès des personnes qui avaient été formées et qui me confirment dans cette hypothèse, que finalement, une proportion encore trop faible de ces personnes qui ont été sensibilisées et formées euh, arrivent à sauter le pas, c'est-à-dire arrivent à se libérer de, on va dire, tout ce qui les conduit à être, à mon avis, un peu trop directifs. Souvent parce que bah, ils agissent dans un champ de contraintes qui les refocalise sur la recherche d'un résultat, et aussi parce que peut-être c'est un peu vertigineux en fait de se laisser porter par les participants et de rester dans leur sillage plutôt que de recourir à tout un tas de méthodes et de processus pour les emmener vers quelque part qu'on a choisi soi-même en fait. Mm. Et donc il y a un essai à transformer, on va dire, auprès des praticiens en termes de confiance dans leur capacité à effectivement prendre de la distance par rapport à tout un tas d'outils et de façons de faire, euh, qui encore une fois ont de la valeur, hein, je dis pas ça pour les mettre dehors, mais qui sont parfois un peu piégeux, dans le sens où bah, c'est rassurant de les mettre en œuvre,
mais en même temps, en les mettant en œuvre, on peut avoir tendance à prendre des décisions plus qu'il n'en faut à la place de ses participants et donc à freiner ce processus d'empowerment, de reprise de pouvoir sur soi, dont la réouverture à l'autre découle en fait. Euh, Mm. et donc d'avoir l'impression qu'on est efficace et qu'on obtient du résultat, d'en obtenir une satisfaction à court terme, mais finalement de risquer de rater la cible en termes d'aide à la réparation entre guillemets de la relation et sans même aller jusque-là, d'aide au rétablissement d'une interaction un minimum constructive en fait. Hein, du coup, ça peut faire l'objet d'un deuxième podcast de voir quels seraient les freins et comment les surmonter. En tout cas, merci beaucoup Olivier Chamberloir pour cet Merci à échange. toi. Ce fut très riche et à bientôt du coup pour Ouais, un nouvel épisode et puis de avec nouvelles plaisir. aventures. Avec plaisir. Merci Sylvie, à bientôt. À bientôt.